En 2007, un bus scolaire transportant 14 élèves a disparu lors d'une sortie scolaire de routine, pas d'accident, pas de corps, pas d'indice. 18 ans plus tard, un survivant trouve un bracelet dans une friperie, et la vérité revient en force. Et si le bus n'était jamais parti? Et s'il n'avait jamais pu? Avant de regarder, appuyez sur le bouton d'abonnement et rejoignez le voyage. C'est l'histoire du bus qui n'est pas revenu. Claire Rann n'était pas retournée à Delpine, dans le Vermont, depuis près de 7 ans. La ville était exactement comme dans ses souvenirs, un seul feu clignotant au stop à 4 voies, des maisons en bardeaux dont la peinture s'écaillait chaque hiver et réessayait chaque printemps, et une station-service qui servait également de restaurant et de panneaux d'affichage pour chaque chat perdu, vente de pâtisserie et avertissement de la mairie. La maison de son père sentait le vieux bois et le cirage au citron, le genre d'odeur que l'on ne ressent que lorsqu'on vit une vie tranquillement trop longtemps. Claire jeta son sac de sport près de la porte et trouva son père endormi dans son fauteuil inclinable, une pantoufle à peine, la télévision murmurant à travers des sous-titres sur des travaux d'autoroute. Il paraissait plus vieux, plus mince aussi. Elle tira doucement la couverture sur lui et sortit, ayant besoin d'air. C'est à ce moment-là qu'elle a vu la friperie. Elle n'était pas là avant. Juste en face du seul bureau de poste de la ville se trouvait un bâtiment trapu avec une pancarte tordue, deuxième chance. Le genre d'endroit géré par des retraités et approvisionné par des gens curieux du sous-sol qui n'ont rien de mieux à faire avant le coucher du soleil. Claire traversa la rue. La cloche au-dessus de la porte tinta d'une voix aiguë et joyeuse. À l'intérieur, la poussière flottait dans les rayons paresseux d'une lumière déclinante. Une femme d'une soixantaine d'années se tenait derrière le comptoir, fredonnant une cassette qui gazouillait, « Hotel California ». Nouveau en ville, demanda-t-elle en souriant sans vraiment regarder. « Je reviens », répondit Claire à voix basse. « J'ai grandi ici. » La femme plissa les yeux. « Famille ? » Rann. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu es la fille de Dan Rann. » Claire hocha la tête. Cla. Eh bien, je le saurais, dit la femme, comme si cela expliquait tout, et elle retourna à son fredonnement. Claire errait dans les allées, des pulls tricotés, des tasses ébréchées, des jouets vintage, tous les souvenirs dont personne ne voulait plus. Puis elle le vit, dans la vitrine à bijoux, niché entre des chaînes emmêlées et des anneaux en plastique craquelé se trouvait un bracelet à breloques en argent, petit et délicat, avec seulement 3 breloques, une note de musique, un petit chien et la lettre J. Le souffle de Claire s'arrêta. Elle connaissait ce bracelet. Il appartenait à Janie Delcor. Janie avait été sa meilleure amie en 5e. Elle était assise derrière Claire en mat, chuchotait pendant l'appel et sentait toujours légèrement le chewing-gum à la cannelle. Elle était drôle, manquait d'assurance avec ses dents et n'enlevait jamais son bracelet. Sauf que Janie n'était pas revenue du voyage. 13 autres enfants non plus. C'était un voyage en bus scolaire jusqu'à la réserve de Bear Hollow, un beau matin d'octobre 2007, et le bus n'était jamais revenu. Pas d'accident, pas de débris, pas de corps. Ils avaient parlé de tragédie, panne mécanique, possible erreur d'acheminement, recherche en cours. Mais au bout de 3 jours, les gros titres ont cessé. Au bout d'une semaine, l'école a organisé une commémoration sans photo, juste une liste de noms. Puis ils n'en ont plus jamais parlé. Claire avait été malade ce jour-là ou une angine streptococcique chanceuse. Elle a fixé le bracelet pendant un long moment. « D'où vient-il » demanda-t-elle à la femme derrière le comptoir. « H.M. Ce bracelet ? Il appartenait à quelqu'un que je connaissais. Il était perdu. Où l'as-tu eu » La femme cligna des yeux, puis jeta un coup d'œil à la boîte. Il est arrivé dans une boîte de dons la semaine dernière, peut-être de la succession des curés. Ils nettoient leur grenier. Claire ouvrit son portefeuille. Je le prends. 5 $? Elle lui a donné un billet de 10 $. La femme lui a rendu la monnaie avec le même sourire vague. De retour dehors, Claire se tenait sous le ciel du début de soirée, le bracelet dans sa main. Il était usé mais intact, le charme de la note de musique était rayé, le J un peu plié. Elle le retourna et se figea. Sur le dessous,
gravées en lettres légèrement bouclées, se trouvaient les initiales JD. Elle est restée assise dans sa voiture pendant près de 20 minutes, le bracelet serré dans son poing, essayant de se souvenir de tout ce qu'elle pouvait de cette semaine, de Janie, du jour où le bus est parti et n'est jamais revenu. Plus personne n'en parlait ni en ligne, ni aux réunions et le conseil scolaire avait retiré le numéro de bus l'année suivante. Elle avait toujours les coupures de journaux dans un dossier à Boston, enfouies au fond d'un tiroir étiqueté « à éviter ». Mais en voyant cela, en le tenant, ce n'était plus évitable. C'était une preuve. Et la preuve signifiait que quelqu'un avait menti. Claire regarda la maison de son enfance de l'autre côté de la route, son père dormait probablement encore. La ville n'avait pas changé, mais quelque chose en elle, si. Elle prit son téléphone et ouvrit un nouveau message. Manquant, excursion scolaire à Bear Hollow en octobre 2007. 14 étudiants, un enseignant, pas de retour, pas de lieu de l'accident. Claire Rann, absente pour cause de maladie. Janie Delcor était l'une d'entre elles, son bracelet venait d'apparaître dans une friperie. Claire ferma le mot et regarda à nouveau le bracelet. Janie ne donna rien, et elle n'était certainement pas rentrée à la maison pour rendre un bracelet. Personne d'autre n'aurait pu l'avoir. Le passé n'avait pas disparu, il avait juste été silencieux. Et Claire allait le faire haut et fort. Le lendemain matin, Claire se tenait devant le vieux collège, sa voiture tournant au ralenti tandis qu'elle fixait le bâtiment comme s'il s'agissait d'un puzzle qu'elle avait oublié comment résoudre. Il n'avait pas beaucoup changé, le même toit affaissé, le même panneau avant avec des lettres manquantes, bienvenue à LPA mon école de deal, des étayés, un porte-vélo rouillé penché au même angle gênant, et un mât de drapeau dont la chaîne tintait faiblement dans la brise matinale. 14 enfants avaient quitté ce bâtiment en 2007 et n'étaient jamais revenus. Claire coupa le contact et sortit, le bracelet glissé dans la poche de son manteau. Elle n'avait pas beaucoup dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Janie, des taches de rousseur, des rires, un large sourire avec une dent tordue. Elle avait des questions maintenant, et elle avait besoin de réponses qui ne se limitaient pas à des rumeurs et à des nécrologies archivées. Le bureau principal de l'école était étonnamment moderne à l'intérieur, lumière fluorescente, linoléum frais et système d'enregistrement numérique. La réceptionniste leva les yeux de son ordinateur avec un sourire forcé. « Puis-je vous aider ? Je m'appelle Claire Rann. J'étais ici en 2008. Dan Rann, le fils de mon père, donnait des cours d'atelier. » La femme se redressa. « Oh, monsieur Rann, oui, il a pris sa retraite il y a quelques années. Comment va-t-il ? » Je ralentis, dit Claire. Je l'aide pendant qu'il se remet de son opération. Eh bien, bon retour. Que pouvons-nous faire pour vous ? Claire hésita. En fait, j'espérais jeter un œil à de vieux annuaires. Peut-être des archives datant de 2007. La réceptionniste pencha la tête. Pourquoi faire ? J'écris quelque chose, mentit Claire. Un projet personnel. J'étais malade pendant la sortie scolaire, celle où, enfin, tu sais. L'expression de la réceptionniste se durcit. On ne garde plus vraiment ces trucs. Il y a eu un audit il y a quelques années, et on a vidé beaucoup de vieux dossiers. Claire haussa un sourcil. Un audit ? Oui. Le conseil d'administration a procédé à un examen de conformité, a mis à jour les protocoles de confidentialité et tout ça. Elle tapota ses ongles contre le bureau, puis se pencha légèrement. Tu cherches quelqu'un en particulier ? Claire marqua une pause. Janie Delcor, c'était ma meilleure amie. Le visage de la femme s'assombrit. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, puis baissa la voix. Ma douce, tout ça était horrible. On n'avait même pas le droit d'organiser une vraie commémoration ici. Le conseil ne voulait pas que les plus jeunes aient peur. J'ai trouvé quelque chose qui lui appartient, dit Claire en sortant le bracelet de la poche de son manteau. La femme le fixa. Ça, ouais, elle portait ça tous les jours. Je me souviens de la petite note de musique. Claire hocha la tête. Comment a-t-il fini dans une boîte de dons ? La femme n'a pas répondu.
Avez-vous des dossiers? Demanda Claire. Des documents de cette année-là? Je n'ai pas besoin d'adresse ni de données personnelles, juste des noms, des listes, des photos. Il y a un meuble de rangement au fond, dit lentement la femme. Il y a surtout de vieux annuaires, et quelques cartons d'annuaires d'anciens élèves. Si vous voulez y jeter un œil, je peux vous laisser y retourner quelques minutes. Claire essaya de ne pas paraître trop impatiente. Ce serait génial, merci. Elle suivit la réceptionniste par une porte latérale dans un couloir étroit qui sentait légèrement les marqueurs effaçables à sec et la pizza de la cafétéria. Ils passèrent devant une salle des professeurs fermée à clé et arrivèrent à une armoire en métal gris à côté d'un extincteur. Rien n'est en ordre, prévint la femme, mais vous êtes libre de creuser. Claire ouvrit le placard et s'accroupit. À l'intérieur se trouvaient des classeurs poussiéreux, des boîtes de classement et des annuaires emballés dans du plastique jauni. Elle trouva l'annuaire 2006 à 2007 et le sortit, feuilletant rapidement la section de 5e. Elle était là, Janie Delcor, souriante, les cheveux tressés, son large sourire, inconsciente de ce qui allait arriver. Claire le fixa un instant, puis attrapa l'annuaire des élèves, une liste dactylographiée des classes et des numéros de bus attribués. Elle feuilleta les pages, scrutant les yeux à la recherche d'une anomalie, bus 7, bus 14, bus 18 et voilà, sortie scolaire, 12 octobre 2007, bus 12, professeur Monsieur Alan Baer. Liste des élèves censurés où les noms avaient été caviardés. Tous. Clara sentit sa gorge se serrer. Il y avait de légères empreintes sous l'encre censurée, signe que les noms avaient été là autrefois. Quelqu'un avait fouillé ce dossier à la main et l'avait censuré. Elle prit son téléphone et prit une photo de la page. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez » a crié la réceptionniste depuis le bout du couloir. Clara remit l'annuaire en place et se leva en quelque sorte. Dehors, assise dans sa voiture, elle fixait la photo sur son téléphone, les noms censurés, le nom du professeur, Alvaro Benet. Elle ne se souvenait pas bien de lui, il n'avait enseigné que cette année-là. Elle ouvrit un navigateur et chercha son nom en rien. Pas de réseaux sociaux, pas d'avis de décès, pas de diplôme d'enseignement dans la base de données en ligne des certifications d'Asturia. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Clara sentit sa poitrine se serrer. Le bracelet n'était pas un hasard, les censures n'étaient pas un accident. Quelqu'un avait tout fait pour s'assurer qu'il n'y ait aucune trace des élèves qui étaient montés dans ce bus. Elle rouvrit son mot et ajouta. Le bus 12 est attribué à Monsieur Alvaro Benet, la liste des élèves a été expurgée, aucune trace publique de Benet après 2007, le bracelet de Julia a été retrouvé en 2025. Quelqu'un cache quelque chose. Clara regarda l'école. Ce n'était pas seulement le silence, c'était l'effacement, et quelqu'un avait volontairement effacé le passé au marqueur noir. L'ancien itinéraire de bus ne figurait sur aucune carte moderne. Clara l'a découvert à ses dépens après 2 heures passées à parcourir des PDF archivés du conseil municipal et des bulletins d'information oubliés depuis longtemps dans la salle des microfiches de la bibliothèque. Mais sa persévérance a payé, et elle a fini par trouver un dépliant numérisé pour la sortie scolaire de Bear Hollow 2007, un itinéraire envoyé par courriel aux parents le 10 octobre. Départ à 7h45 du collège Valverde, arrivée prévue à 8h30 à la Reserva del Val del Oso par la route 6 jusqu'à Sanda del Ciervo. L'école avait déclaré que le bus avait probablement dévié de la route principale. Les autorités ont mis en cause une mauvaise signalisation et un GPS peu fiable en montagne. Mais si c'était vrai, pensa Clara, quelqu'un aurait dû trouver quelque chose, un lieu d'accident, une trace de pneu, quelque chose. Elle imprima le prospectus et se rendit à la sortie de la ville, là où commençait la route 6 à une route sinueuse à 2 voies traversant une forêt dense. Le ciel était devenu gris lorsqu'elle atteignit le croisement avec Sanda del Ciervo. Le panneau était toujours là, bien qu'à moitié pourri et presque englouti par le lierre. Elle gara la voiture au bord de la route, moteur au ralenti dans le froid, et contempla le sentier. Ce n'était plus qu'un sentier, juste un ruban de gravier disparaissant dans les arbres. Pas de traces de pneus récentes, pas d'entretien, pas de panneau d'accueil pour Bear Hollow. Clara consulta son téléphone, pas de réseau. Elle hésita un instant,
puis attrapa son manteau et sa lampe de poche. Il n'y avait pas de destination précise, mais elle devait parcourir le chemin elle-même, le sentier retraçait le chemin que Julia et les autres avaient emprunté. Les bois étaient silencieux, trop silencieux. Elle suivit le sentier pendant 20 minutes, enjambant les branches mortes et les feuilles à moitié broyées par la pluie printanière. Finalement, le sentier bifurqua, un chemin marqué, privé accès interdit, l'autre non balisé et envahi par la végétation. Clara choisit le chemin non balisé. 10 minutes plus tard, elle atteignit une clairière, large et plate, bordée de pins. L'herbe y était cassante, comme si elle n'avait pas poussé correctement depuis des années. Il n'y avait ni banc, ni panneau d'accueil, ni trace d'une réserve, juste un poteau métallique dépassant du sol comme le col d'un lampadaire cassé. Et autre chose, une dalle de béton, enfoncée et fissurée, qui ressemblait aux fondations d'un bâtiment disparu depuis longtemps. De la mousse poussait sur les bords, et une tache sombre en avait taché un coin. Clara s'agenouilla près de la base de la dalle. À peine visible sous la poussière et la crasse se trouvait un numéro gravé dans le béton, BHP 27 Reserva del Val del Oso, installation 27. Elle se leva et prit plusieurs photos, puis recula. Quelque chose dans cet endroit lui semblait étrange, vide, comme si l'air lui-même se souvenait de quelque chose que personne d'autre ne connaissait. Elle se retourna et vit un homme l'observer. Il se tenait au bord de la clairière, à moitié caché par un arbre, d'âge mûr, vêtu d'un lourd manteau, une pelle à la main. Leurs regards se croisèrent et Clara se figea. « Êtes-vous perdu » cria l'homme. Clara garda une voix posée. « Je fais juste de la randonnée. Les sentiers sont fermés. » Sa voix était rauque, mais pas agressive. « Je n'ai vu aucun panneau. » Il s'avança. « Personne n'est censé être ici. C'est dangereux. » Clara hocha lentement la tête. « Je m'appelle Clara Meyer. J'habitais ici. J'enquête sur la disparition de Berolao. » L'homme s'immobilisa net. Clara poursuivit d'une voix douce, « J'étais malade ce jour-là. J'aurais dû être dans ce bus. » Un long silence s'écoula. Son expression s'adoucit légèrement. « Je m'appelle Tomasa Galra, dit-il. J'étais volontaire dans l'équipe de recherche à l'époque. » Le pouls de Clara s'accéléra. « As-tu trouvé quelque chose ?» Il secoua la tête. « Pas officiellement. » Mais, Thomas regarda autour de lui, puis désigna les arbres du menton. « Tu veux parler ? » Pas ici. Ils marchèrent en silence pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'ils atteignent un pick-up rouillé garé près d'une clôture effondrée. Thomas déverrouilla la portière passager et lui fit signe de s'asseoir. Il alluma une cigarette, les doigts tremblants. « Ils nous ont dit d'arrêter » a-t-il finalement dit. Au bout de 3 jours, l'État a retiré ses ressources. Les fédéraux ont dit que c'était peine perdue. Clara se pencha. « Tu as vu le bus ? » « Non, dit-il, mais nous avons vu des traces, juste une série qui sortait du chemin principal. » Et le lendemain matin. Ils avaient disparu, comme s'ils avaient été lavés au jet d'eau. On nous avait dit de ne pas en parler. Clara le fixa du regard. Pourquoi ? Thomas avait l'air fatigué. Parce que Berolao n'était pas seulement une réserve, pas dans les années 80. C'était un site d'essai désaffecté aux chimiques, psychologiques, peut-être les deux. Ils l'ont officiellement fermé en 89, mais je ne pense pas qu'ils aient jamais cessé de l'utiliser. Clara pensa à la dalle de béton. BHP 27, ça te dit quelque chose ? Il tressaillit. Ouais. BHP était le code du projet Berolao, le 27 était l'un des bâtiments à un entrepôt ou un confinement, je crois. Pourquoi ? Thomas écrasa sa cigarette. Personne ne l'a jamais dit. Mais je me souviens, quand le bus a disparu, aucun appel de détresse n'est arrivé. Le transpondeur de ce bus a tout simplement cessé de sonner, comme si quelqu'un avait coupé le signal en plein trajet. Clara se rassit. Une dernière chose, ajouta Thomas. Une semaine plus tard, le conseil scolaire a scellé tous les dossiers personnels de cette année-là, prétextant que c'était pour protéger la vie privée du personnel.
L'esprit de Clara s'emballait. Vous souvenez-vous du professeur, monsieur Bonnet? Thomas hocha lentement la tête. Ouais. Un nouveau, discret, qui ne s'était pas fait d'amis. Après la disparition du bus, il ne s'est pas présenté au débriefing. Personne ne l'a jamais revu, même pas en ville. Je viens de partir. Clara sortit son téléphone et lui montra la photo de la liste de bus censurés. Il hocha la tête d'un air sombre. Ça a l'air correct. Pourquoi personne n'en a parlé? Thomas la regarda, le regard lourd. Parce que personne ne voulait y croire. Et ceux qui y croyaient, ils ont arrêté de poser des questions. Clara déglutit difficilement. Pas elle. Elle ne s'arrêterait pas. Clara n'était pas paranoïaque, pas vraiment. Mais lorsque le même pick-up argenté apparut derrière elle 2 fois en l'espace de 20 minutes sur Main Street, elle commença à prêter attention. Elle tourna sur Granger Hill Road, puis bifurqua rapidement vers le parking de la bibliothèque Valverde. Le pick-up continua sa route, probablement quelqu'un d'autre empruntant le même raccourci 2 fois. Mais à Valverde, c'était rare. De retour à la bibliothèque, la chaleur et le silence l'accueillirent comme une amie qui ne posait pas de questions. L'endroit sentait le papier et le cirage exactement comme dans ses souvenirs. Clara n'y était pas allée depuis la 4e, et même alors, une seule fois, pour réviser pour un contrôle de sciences. La bibliothécaire était nouvelle, la trentaine, lunettes et écouteurs sur les oreilles. Elle leva à peine les yeux tandis que Clara se dirigeait vers la section d'histoire locale, au fond. Elle était venue pour 2 choses, les archives des procès-verbaux du conseil municipal et toute documentation sur l'ancienne utilisation de Bear Hollow avant qu'il ne devienne une réserve naturelle. La salle des archives était petite et faiblement éclairée, remplie de bacs en plastique, de journaux jaunis et de classeurs décolorés. Clara trouva les archives du conseil municipal dans un classeur, daté de 1970 à 2010. Elle avait commencé en 2007. Les réunions d'octobre, datées de quelques jours après la disparition, étaient arrachées. Son cœur battait la chamade. Elle consulta l'index et vit des procès-verbaux pour chaque. L'autre semaine de cette année-là, seuls les 15 et 22 octobre étaient partis. Coïncidence? Elle retourna en arrière, parcourant les réunions précédentes d'août et septembre, approbation du renouvellement du bail restreint avec le département des tests environnementaux aux parcelles BHP 27 de Bear Hollow aux parcelles BHP 27, prit une photo de Clara. Le même code était gravé sur la dalle de béton. L'entrée suivante la glaça, accès temporaire accordé à des observateurs de recherche tiers sous réserve d'un accord de confidentialité. Accès public interdit jusqu'au 1er novembre. Elle prit une autre photo et referma le dossier, les doigts légèrement tremblants. Si Bear Hollow avait été loué à un entrepreneur du gouvernement ou à un groupe de recherche, l'excursion n'aurait jamais dû avoir lieu et quelqu'un avait veillé à ce que ce détail disparaisse avec le bus. De retour à l'accueil, la bibliothécaire leva enfin les yeux. « Vous avez tout trouvé ?» demanda-t-elle. Clara hocha la tête distraitement. Avez-vous des archives de journaux de cette semaine d'octobre 2007? Le courrier de Valverde. La bibliothécaire pencha la tête. Bien sûr, mais plusieurs éditions locales de cet automne-là ont été endommagées par l'eau il y a quelques années ou une inondation au sous-sol. On a dû les jeter pour la plupart. Clara n'était pas surprise, mais elle demanda à voir ce qu'il en restait. Il n'y avait qu'un numéro, celui du 9 octobre 2007, le dernier avant la sortie scolaire. En page 3, coincé entre une publicité pour du propane et une annonce de vente de pâtisserie, se trouvait une courte notice. Valverde, le collège reprend l'excursion scolaire de Bear Hollow après une interruption. Après 3 ans d'interruption, le voyage annuel à la Reserva del Val del Oso reprendra ce vendredi. Le site a été fermé pendant les opérations de nettoyage, mais a depuis été jugé sur par le conseil municipal. Clara relut la phrase 3 fois, pause de 3 ans. Personne n'en avait jamais parlé. Elle quitta la bibliothèque avec tout ce qu'elle pouvait se procurer. Alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, un homme âgé accompagné d'un chien la regarda longuement et attentivement. « Tu es la fille de Reine » dit-il catégoriquement.
Clara s'arrêta. Pardon? La fille de Daniel Rennes. Clara, c'est toi qui déterres les vieux fantômes. Son ton n'était pas amical. J'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé, a-t-elle déclaré. Tu n'as pas besoin de faire ça, murmura l'homme. Rien ne changera. Si tu fais bouger les choses, tu ne feras que réveiller les mauvaises personnes. Il fit demi-tour et s'éloigna, son chien à la remorque. Clara resta là un moment, le cœur battant. De retour chez son père, elle prépara du café et étala tout sur la table de la cuisine, les photos des archives municipales, le compte rendu du conseil, la photo de la dalle de béton et l'article. Elle sortit son carnet, journal d'enquête. Le BHP 27 a été loué à une entité anonyme quelques semaines avant le voyage sur le terrain. Les procès-verbaux du conseil municipal d'octobre sont manquants. Berolo était fermé depuis 3 ans avant le voyage de 2007. Le conseil scolaire n'a pas divulgué cela aux parents. Monsieur Baird a disparu après le voyage. Le bracelet de Julia a refait surface dans une friperie publique en 2025. Elle a entouré un mot, pourquoi? Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu, vous posez des questions dangereuses. Laissez tomber point les doigts de Clara se glaçaient. Elle fixa le message, puis leva les yeux vers le vieux classeur métallique de son père, dans le couloir. Il avait travaillé à l'école, y avait enseigné l'atelier pendant plus de 10 ans. Il ignorait peut-être ce qui s'était passé, mais il connaissait le personnel. Elle se leva et ouvrit le placard. Il contenait principalement de vieux reçus, des plans de cours, des porte-mines cassés et des photos usées. Mais, vers le bas, elle trouva un dossier étiqueté personnel 2007. À l'intérieur se trouvait une liste des affectations du personnel par service. Elle la feuilleta jusqu'à trouver. Alvaro Benet, professeur de sciences par intérim. Embauché en septembre 2007. Licencié en octobre 2007. Pas d'adresse de réexpédition. Pas de lettre de démission. Dossier estampillé, clos ne pas suivre. Clara elle l'a regardé longuement, puis a sorti son téléphone et a ouvert son moteur de recherche. Alvaro Benet, licence d'enseignement des Asturies, aucun résultat. Alvaro Benet, personne disparue 2007, rien. Alvaro Benet, Berolo Valverde, un seul résultat, un message de forum mis en cache sur un forum aujourd'hui fermé. J'ai vu un homme qui correspondait à sa photo devant Berolo en 2008. Il avait l'air défoncé, comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. Quand je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide, il m'a simplement répondu, ils ne sont pas partis. Ils sont en dessous. Clara cliqua sur le fil de discussion. Page introuvable. Elle n'était pas sûre que le ministère des Transports la rappelle, mais à 9h42 le lendemain matin, son téléphone afficha un numéro inconnu du gouvernement des Asturies. Elle prit une inspiration et répondit. Voici Claire. Bonjour, c'est Drew Langlais du département des transports de l'État des Asturies. Vous avez laissé un message demandant des informations sur les relevés GPS des bus scolaires de 2007? C'est exact, plus précisément le bus 12 du collège Valverde, le 12 octobre 2007. Langlais s'éclaircit la gorge. Ces enregistrements ne sont pas vraiment faciles à trouver. Le système était assez récent à l'époque, tous les bus ne l'avaient pas encore. Le bus 12 l'avait, hésita-t-elle. D'après notre inventaire archivé, oui. Cette flotte a été modernisée en 2006. Le bus 12 était équipé d'un transpondeur basique, il envoyait des données de localisation toutes les 5 minutes. Le pouls de Clara s'accéléra. Existe-t-il encore des données de ce jour-là? Langlais marqua une pause. C'est ça qui est bizarre. Le GPS a transmis normalement jusqu'à 8h14, soit environ 20 minutes avant d'atteindre Berolo. Puis il s'est arrêté. Comment s'est-il arrêté? Comme si quelqu'un avait coupé le courant, ou que l'appareil avait été retiré. Le dernier signal provenait de juste après la bifurcation de Sanda del Ciervo. Clara ouvrit son ordinateur portable et fit apparaître une carte satellite. Pourriez-vous m'envoyer les coordonnées de ce dernier ping? Bien sûr,
je peux t'envoyer une capture d'écran par email. Mais encore une chose. Il y a eu un deuxième signal, a poursuivi l'Anglais. Une autre unité a brièvement capté quelque chose à 3h17 le lendemain matin, même modèle, même identification mais cette fois à 24 km au nord, près d'une gare désaffectée. Clara cligna des yeux. Comment est-ce possible? Ça ne devrait pas être le cas. On l'a signalé comme un bug, mais, les bugs ne changent généralement pas de localisation comme ça. Il envoya les détails par email tandis que Clara fixait l'écran, stupéfaite. 2 bips, le premier signalait que le bus aurait dû disparaître, le second, quelques heures plus tard, loin de l'itinéraire. Elle cliqua sur le fichier, les coordonnées finales se résumèrent à une image satellite granuleuse d'une gare de triage depuis longtemps envahie par les arbres, avec une étroite route d'accès et un hangar rouillé encore visible d'en haut. Clara chercha l'adresse, pas de Street View, pas de référence locale. La seule mention provenait d'un permis de zonage de 1981 autorisant l'accès des compagnies ferroviaires pour les opérations de dépôt d'urgence. Dépôt d'urgence, ou point de correspondance. Elle fixa l'image, des arbres, des ombres, un espace oublié. Si le GPS était réactivé à cet endroit, même brièvement, cela signifiait peut-être que le bus n'avait pas été détruit, il avait été déplacé et quelqu'un avait tenté de le faire disparaître. Elle ne dit à personne où elle allait ni à son père, ni à Tomasa Galra, ni même à Jeannette, la secrétaire de la mairie, qui répondait parfois à ses questions nocturnes avec des documents administratifs au format PDF. Elle dépassa le vieux moulin, l'endroit où le trottoir s'arrêtait et où le gravier crissait sous ses pneus. Son téléphone perdit à nouveau le signal vers le 16e kilomètre. La gare de triage émergeait derrière un rideau de pin. Un portail grillagé affaissé s'était effondré depuis longtemps, et les rails étaient rouillés, à moitié engloutis par la mousse. Le hangar était toujours debout, un bâtiment rectangulaire à la peinture écaillée et sans fenêtre visible. Clara se gara au bord et s'approcha à pied. L'air sentait la rouille et la terre humide. La porte du hangar était déverrouillée. À l'intérieur, poussière, délabrement et vide, à l'exception de légères traces de pneus, anciennes mais distinctes. Elle les suivit sur le sol en béton jusqu'à ce qu'elles disparaissent sous une trappe scellée par des boulons rouillés. Une chaîne avait autrefois passé dans le loquet métallique, mais avait été brisée, laissant pendre une chaîne torsadée. Clara prit des photos, puis se retourna pour partir. C'est alors qu'elle entendit un léger craquement, des branches se brisant derrière elle. Elle se figea tandis que des pas 1, 2 crissaient sur le gravier devant le hangar. Clara s'avança silencieusement vers la porte, le dos contre le mur, le cœur battant, les mains moites de sueur. Les pas s'immobilisèrent, puis une voix grave et grave, « Tu ne devrais pas être ici. » Clara ne le reconnut pas, un homme, plus âgé, déterminé. Elle ne dit rien. Les pas continuèrent, s'estompant. Qui que ce soit, il ne rentra pas, il s'attarda juste assez longtemps pour lui faire comprendre qu'elle n'était pas seule et que quelqu'un l'observait. Clara roulait vite dans sa voiture, ses pneus soulevaient le gravier et faisaient voler les oiseaux depuis la cime des arbres. Elle ne s'arrêta qu'à la sortie de la ville, puis s'arrêta dans une station-service et consulta son téléphone, toujours pas de réseau. Ouvrant son ordinateur portable, elle chargea les photos, la chaîne cassée, les légères traces de pneus, l'intérieur du hangar. Elle transféra le tout dans un dossier de sauvegarde privé intitulé « Sauvé », excursion scolaire, accès restreint, puis a ajouté une nouvelle note à son journal. Résultat GPS. Dernier ping confirmé à 8h14 près de Berolao. Ping inattendu à 3h17, à 15 000 au nord à Olrelar. Relar montre des signes de mouvement du véhicule et une porte piégée où quelqu'un était là aujourd'hui, un inconnu observant peut-être les lieux. Elle se laissa aller dans son siège, le cœur battant encore. Si le bus avait été déplacé et le signal GPS brièvement réactivé, cela signifiait qu'au moins une partie du véhicule avait survécu. Mais le conseil scolaire n'a rien dit. Personne n'avait suivi ce signal ou pire, quelqu'un l'avait fait et s'était assuré qu'il n'allait nulle part. L'endroit suivant sur la liste de Clara ne figurait dans aucun rapport officiel, une station-service à seulement 3 km de là où le GPS du bus 12 avait été coupé le 12 octobre 2007.
Elle s'appelait l'Ospino Alto, un petit bâtiment en briques avec une enseigne défraîchie et seulement 2 pompes en état de marche, le genre d'endroit où le temps semblait s'être arrêté à la fin des années 90. Clara s'y arrêta vers midi, remarquant la petite caméra de sécurité désuète installée juste au-dessus de la porte d'entrée. Elle semblait poussiéreuse, mais fonctionnelle. L'homme derrière le comptoir avait environ 70 ans, une barbe de 3 jours blanche et des yeux qui se plissèrent dès que Clara entra. Pompe cassée, marmonna-t-il. Crédit seulement. Je ne suis pas là pour l'essence, dit Clara doucement. J'enquête sur un incident survenu il y a des années. Alors tu perds ton temps, répondit-il, les yeux fixés sur les billets de loterie qu'il grattait. Clara sortit une photo de sa poche de manteau et la glissa sur le comptoir, une vieille photo de Julia Delors, tirée de l'album de fin d'année. Le regard de l'homme se porta sur elle. Elle est passée par ici, demanda Clara. Ou peut-être que c'est le bus. Le 12 octobre 2007, tôt le matin, je ne me souviens pas des enfants, dit-il trop vite. Clara n'y crut pas, il y avait un bus. Il s'est arrêté brièvement. Il aurait été détecté par votre système de surveillance. Il la fixa un long moment, puis dit avec un soupir, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de cassette. Son pouce accéléra. Tu l'as toujours? Je ne devrais pas, mais toi, si. Il grogna, se cacha derrière le comptoir et ressortit avec une petite boîte poussiéreuse étiquetée Cam Backup 2007. Clara regarda fixement. Tu l'as gardée. On m'a dit de tout effacer après la panne de courant de cette semaine-là. J'ai fait la moitié du travail, mais cette cassette est restée coincée dans le système, elle n'a jamais été recyclée. Il le glissa vers elle sur le comptoir. C'est un VHS. Bonne chance pour trouver un lecteur. Clara le prit avec précaution. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Il haussa les épaules. Un bus scolaire arrive sur le parking vers 8h10. Le chauffeur sort, vérifie le capot, ne rentre pas, reste garé 5 minutes, puis repart à contresens. À contresens, non pas vers la réserve, mais vers la route secondaire qu'ils étaient censés éviter. Le cœur de Clara battait fort. Sais-tu qui était le conducteur? Je ne l'ai pas reconnu, mais il portait la mauvaise veste. Pas aux couleurs de l'école d'Elpine, on aurait dit un simple coupe-vent noir. Que s'est-il passé quand tu l'as dit à quelqu'un? Je ne l'ai pas fait, dit-il en la regardant dans les yeux. Un homme est venu le lendemain, m'a dit qu'il travaillait pour le conseil scolaire, m'a posé des questions sur les enregistrements et m'a conseillé de ne pas les partager. Je n'ai pas apprécié son calme. Tu ne l'as pas rendu? Il a hoché la tête en direction de la cassette. C'est moi qui la rends. Clara quitta l'Ospino Alto, la cassette VHS serrée contre elle, le cœur battant à tout rompre. Elle se rendit directement chez la seule personne de sa connaissance qui possédait peut-être un magnétoscope en état de marche, Maria Herrero, l'ancienne collègue de son père, une enseignante à la retraite qui avait enseigné à Delpine lors de l'incident de 2007. Clara ne lui avait pas parlé depuis des années, mais elle se souvenait que Margaret avait été l'une des seules enseignantes à remettre en question publiquement la version officielle du conseil scolaire. Elle sonna à la porte du cottage de Margaret. Margaret ouvrit, vêtue d'un cardigan et tenant une tasse de thé. Clara arriva, dit-elle d'un ton neutre. Tu as mis du temps. J'ai trouvé quelque chose, dit Clara. J'ai besoin de ton aide. Le salon de Margaret était une capsule temporelle, des étagères de classiques annotés, des tentures murales brodées au point de croix et une armoire remplie de lecteurs multimédia obsolètes. Tu utilises toujours le VHS? Demanda Clara. Margaret haussa un sourcil. Les classiques ne sont pas diffusés en streaming. Ils s'assirent sur le canapé usé. La vieille télé bourdonna tandis que Margaret insérait la cassette. L'image était granuleuse, mais suffisamment nette, un bus jaune apparaissait dans le cadre, garé de travers près des pompes à essence. C'est ça, murmura Clara. Bus 12. Ils regardèrent le chauffeur descendre, ni un professeur ni quelqu'un que Clara reconnaissait. Il était grand, maigre, vêtu d'une veste noire, pas d'un uniforme scolaire.
Il n'ouvrit pas la portière aux élèves, il ouvrit le capot, vérifia quelque chose, puis s'approcha du but quelques secondes. Il se tourna vers la caméra. Margaret inspira profondément. Ce n'est pas un chauffeur, c'est Alvaro Benet. Clara se retourna. Tu es sûr? Je me souviens de ce visage. Il n'était pas censé conduire ce jour-là. Il n'était pas certifié, juste un intérimaire qui enseignait les sciences. Sur la bande, Benet remonte au volant. Le bus fait marche arrière, non pas vers la réserve, mais vers la route d'accès latérale. Clara met la bande sur pause. Ça change tout, murmura-t-elle. Il n'a pas simplement disparu, il les a pris. Journal d'enquête de Clara mis à jour. Le bus 12 a été vu pour la dernière fois sur les images de Los Pino Alto à 8h10. Alvaro Benet conduisait, n'était pas un chauffeur de bus certifié, portait des vêtements banalisés sans carte d'identité scolaire visible. Le bus a été détourné de son itinéraire prévu vers des routes secondaires non surveillées. Le représentant du conseil scolaire a demandé au propriétaire de la station d'effacer les images. La bande a été conservée secrètement, Benet était complice. Clara elle se leva du canapé, le cœur battant. Margaret sirota lentement son thé. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tout, dit Clara. Je vais découvrir où mène cette route et à quoi elle mène. La route secondaire empruntée par Alvaro Benet, celle visible sur la cassette VHS, n'apparaissait plus sur les GPS modernes. Clara a dû superposer des cartes de zonage du comté de 2006 avec une copie décolorée du guide original des sentiers de Bear Hollow pour la retrouver. Elle s'appelait Gravelspur, une ancienne route d'entretien utilisée par les équipes forestières des décennies plus tôt. Techniquement inutilisée aujourd'hui, elle ne l'avait pas toujours été, et elle soupçonnait qu'elle menait au cœur de tout. Clara emporta ses bagages légers, une lampe de poche, son carnet, une batterie de secours et le bracelet, celui que Julia n'aurait jamais dû laisser derrière elle. Elle se gara de nouveau au pin-stop, verrouillant cette fois sa voiture plus hermétiquement que d'habitude, et remonta le sentier jusqu'à l'endroit où Gravelspur se divisait en forêt. Dès qu'elle franchit la limite des arbres, la température chuta. Les branches s'enroulèrent au ras du sol, transformant la lumière du jour en une brume grisâtre et terne. Il n'y avait aucune trace de pneus, aucune trace de passage récent, mais le sentier était toujours là, abîmé par le temps, pas encore complètement reconstruit. Clara marcha près d'une heure, passant devant un portail effondré et un panneau rouillé plié de côté, propriété de US Environmental Testing, entrée interdite. Le projet Bear Hollow. Elle a dépassé le panneau. C'est alors qu'elle aperçut la structure à moitié enfouie sous la mousse et la terre. Des murs de béton émergeaient du sol de la forêt comme la cage thoracique d'un animal mort. L'entrée était un étroit escalier dont la porte avait disparu depuis longtemps. Un numéro était peint sur le cadre en rouge craquelé, BHP 27. Clara descendit lentement, lampe torche à la main. L'air se fit plus froid, plus lourd, chaque pas résonna dans l'étroit escalier, englouti par le silence. Au fond, un couloir métallique, étroit, avec de la peinture écaillée et des tuyaux apparents. Elle se trouvait dans les vestiges du complexe de Bear Hollow. Elle passa devant des panneaux défraîchis, salle d'entretien, stockage, chambre d'observation médicale, puis j'ai trouvé la pièce sans étiquette. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, le sol était taché. Une chaise d'enfant était boulonnée au sol, sa sangle cassée et pendait d'un côté. Une fenêtre était fissurée et couverte de moisissures. Dans un coin, un tableau noir était encore accroché au mur, 3 mots à peine visibles sous des taches. Elle dit, « Attends ». Clara déglutit difficilement. Par terre se trouvait un petit objet métallique. Elle s'accroupit et le ramassa, un porte-bonheur en forme de note de musique, identique à celui du bracelet de Julia. Elle vérifia sa poche, le bracelet de Julia était intact. C'en était un deuxième. Son esprit se troubla. Julia avait-elle seulement quitté cet endroit? Elle recula en titubant, le cœur battant la chamade, et faillit hurler lorsque sa lampe torche vacilla, puis s'éteignit complètement, laissant place au noir complet. Elle chercha son téléphone et alluma l'application lampe torche. Elle perça à peine l'obscurité,
mais elle distingua le mur devant elle. Des noms étaient gravés dans la peinture, des dizaines, certains lisibles, d'autres non, Nuria, Béji Delcourt, Torres, Katia Méné, personne ne sort, pas vraiment. Ils écoutent. Ils attendent en bas. Clara elle recula, la lampe de poche vacillant à nouveau. L'air était étrange, trop lourd, trop immobile. Elle se retourna pour partir, mais un léger bruit métallique comme des chaînes qui bougent sur du béton l'arrêta net. Souvenir, il y avait autre chose en bas. Elle courut. Clara ne s'arrêta qu'une fois arrivée à sa voiture. Ses vêtements étaient trempés de sueur, ses mains tremblaient trop fort pour insérer la clé dans le contact du premier coup. Elle finit par démarrer et fila sur la route, les graviers giclant derrière elle. De retour en ville, elle se gara devant le restaurant et resta assise là, à respirer. Elle sortit le charme. Il était rayé, brûlé sur un bord ni frais, ni récent, mais pas ancien non plus. Quelqu'un était passé par là récemment, quelqu'un qui se souvenait encore de Julia ou qui voulait qu'on se souvienne d'elle. Elle ouvrit son carnet et écrivit en lettres majuscules sur une page blanche. Note de terrain BHP 27. Installation souterraine toujours intacte. Salle d'interrogatoire existante, chaise de contention présente. Nom gravé dans le mur. Peut-être d'autres élèves. Breloque en forme de notes de musique trouvées aux différentes du bracelet de Julia. Message au tableau, elle a dit, attendez. Chaînes entendues, aucune explication. Puis elle a entouré un nom, G. Delcourt. Julia était arrivée jusqu'ici, mais était-elle jamais partie? Clara ne parvenait pas à se défaire du bruit ou des chaînes sur le béton. Il résonnait dans son esprit comme un écho hanté. Elle essayait de rationaliser, peut-être quelque chose qui bougeait au-dessus de sa tête, ou le bâtiment qui s'affaissait. Mais au fond, elle n'y croyait pas. Cela lui semblait trop personnel, trop précis. Le nom gravé sur le mur, G. Delcourt, confirmait ce que son instinct savait déjà, Julia n'avait jamais quitté Berolao. Clara avait besoin d'un deuxième avis ou de quelqu'un qui était passé par là, quelqu'un qui avait vu quelque chose avant que le silence ne s'installe. Elle se souvint d'un nom qui était apparu dans un vieux dossier de son père, Ramon Alvarez, un chauffeur de bus remplaçant qui avait fait des remplacements occasionnels pendant l'année scolaire 2007 à 2008. Il y avait un post-it sur son dossier personnel, réaffecté, indisponible après l'incident du B12, payé aux personnes ne payaient les remplaçants. Elle le retrouva grâce à un ami commun de son père, un mécanicien à la retraite nommé Pedro, qui jouait encore au poker le jeudi avec Ramon du dépôt 3. Il ne lui fallut qu'un coup de fil. Clara roula 1 heure vers le nord jusqu'à un camping près de Rutland, où Ramon vivait désormais. Sa véranda s'affaissait, et un carillon avant fait de cuillère teintait paresseusement dans la brise de l'après-midi. Il ouvrit la porte, torse nu, le regard embrumé mais alerte. « Tu es le fils de reine ?» demanda-t-il. « Je le suis, Ramon, » dit Clara. Il hocha la tête et lui fit signe d'entrer. Sans un mot, la caravane était exiguë mais propre, de vieux meubles, une télévision avec du papier aluminium sur l'antenne et un bac en plastique rempli de mots croisés. Ramon ouvrit une bière et lui en offrit une, elle déclina. « Alors, dit-il en s'installant dans son fauteuil, vous posez des questions sur le bus ? » Elle sortit de son sac la photo de la cassette VHS, celle où l'on voit Alvaro Benet au volant. « Tu le connaissais ? » Ramon plissa les yeux en regardant l'image. « Ouais. Benet, un type bizarre, embauché de nulle part. Pas syndiqué. Ils l'ont mis en rotation à la dernière minute. C'était toujours louche. » Clara se pencha en avant. « Il conduisait habituellement ? » Non. Il n'était même pas sur la liste des pilotes. Ce bus ou le bus 12 était attribué à Dalmarx, un vétéran avec 10 ans d'expérience au volant. Mais le matin du trajet, son service a été annulé, il a été convoqué et on lui a dit de ne pas se présenter. Par qui ? Clara cligna des yeux. Ramon tapota sa canette de bière. C'est ça le problème. Il n'a jamais rien su. Ça ne venait pas du central, juste d'un message vocal d'un numéro masqué, disant qu'il avait été remplacé.
Et personne n'a donné suite. Ramon secoua la tête. Il a fait un scandale, il est allé au syndicat, mais ils l'ont payé. Ils ont dit que c'était un malentendu. Ils l'ont réaffecté discrètement en formation en mai, et Benet ne l'a plus jamais revu après cette semaine. Personne ne l'a revu, même pas au dépôt. J'ai demandé autour de moi, certains ont dit qu'il n'habitait même pas en ville, qu'il revenait juste d'un hôtel. Clara le fixa du regard. Alors quelqu'un l'a placé? Oui, dit Ramon en buvant une gorgée. Quelqu'un qui voulait un chauffeur précis dans ce bus ce jour-là. Il se gratta la mâchoire et jeta un coup d'œil vers un placard. Attendez. Il se leva et revint une minute plus tard avec un vieux presse-papier emballé dans du plastique. Je n'aurais pas dû garder ça, mais je n'avais pas confiance en ce qui se passait. Clara regarda la feuille qui y était attachée, une liste d'affectation des conducteurs pour le 12 octobre 2007. Manuscrit, paraphé, bus 12 réaffecté à une directive BHP 27, aucun enregistrement à M requis. Pourquoi ne s'est-il pas enregistré, demanda Clara. Exactement, a répondu Ramon. On devait tous pointeurs, enregistrer le kilométrage, faire des contrôles de sécurité. Benet a zappé, ce qui signifie qu'il n'était pas concerné par le système. Clara prit une photo. Ramon la regarda avec un mélange de tristesse et de peur. Tu penses que ces enfants sont toujours là? Je pense que la vérité est toujours là, a-t-elle déclaré, et quelqu'un a passé 15 ans à essayer de l'enterrer. Ramon hocha lentement la tête. Alors dépêche-toi, car je suis presque sûr que celui qui a organisé ça est toujours là. Plus tard dans la soirée, Clara était assise dans le garage de son père, avec toutes les preuves étalées devant elle, les photos de l'album de fin d'année, le bracelet d'occasion, la liste des élèves censurés, les signaux GPS, la cassette VHS toujours dans sa boîte, et maintenant la preuve que le conducteur était un imposteur. Elle écrivit sur une page blanche de son carnet. Preuve du conducteur. Le bus 12 était initialement attribué à Dal Marx. Dal a été retiré du bus par appel anonyme. Alvaro Benet a été affecté sans enregistrement. L'adresse de Benet et son emploi au DER ne sont pas vérifiables. Le sous-conducteur Ramon Alvarez a confirmé que le système avait été contourné. Le conseil scolaire a dissimulé le changement de conducteur. Elle fixa la ligne qu'elle venait d'écrire dissimulée. Ce n'était pas de la négligence, c'était orchestré. Et il était temps de retourner à Berolo une dernière fois, car quoi qu'ils aient fait à Julia et aux autres, ça n'avait pas commencé sur le sentier, ça avait commencé dans le bus. Clara ne dormait pas. Elle essayait, mais les murs de sa chambre d'enfant, autrefois remplis d'affiches et de livres, lui semblaient trop proches, trop lourds du silence. À 2h13, elle abandonna et s'assit dans le garage, un carnet sur les genoux, le bracelet sur la table, et les noms qui tournaient dans sa tête comme des parasites. Ils étaient 14 enfants et un professeur. Si Alvaro Benet avait vraiment été ainsi, elle avait leur nom, des photos, une cassette VHS montrant le bus dévié de son itinéraire. Mais ce qui lui manquait ou ce dont elle avait encore besoin, c'était un lien direct avec celui qui avait orchestré le coup. Quelqu'un d'assez puissant pour mettre fin à l'enquête, enterrer les dossiers personnels et effacer des archives entières. Elle fixa le papier en tête du conseil scolaire qu'elle avait scanné plus tôt dans la semaine, Alba del Norte Educational Trust. Un nom ressortait, Ruda. Elle avait signé tous les ordres de clôture de dossiers de 2007 à 2010. Son nom figurait sur le rapport d'audit qui avait effacé la liste des élèves, et son adresse avait été expurgée du registre public de la ville. Mais les anciens annuaires imprimés ne pouvaient pas être modifiés rétroactivement. Clara se rendit à la bibliothèque Alba del Norte alors que le soleil pointait à peine au-dessus des arbres. Elle ouvrit à 8h, elle était sur les marches à 7h59, gesticulant d'impatience. La bibliothécaire de référence, Jeannette la quarantaine, les yeux embués, un café à la main fut surprise, mais pas hostile. Clara la reconnut du bureau de la mairie. Jeannette cligna des yeux quand Clara lui donna le nom d'Elena Ruda. « Je n'ai pas entendu ça depuis des années » répéta-t-elle.
Elle siège toujours au conseil d'administration de l'Alba del Norte Educational Trust, dit Clara, ou du moins son nom l'est. Elle n'assiste plus aux réunions où tout est à distance maintenant, mais oui, elle est toujours là. Elle possède une propriété privée sur la cale del Pinar Viejo, près du réservoir. Puis-je voir ses anciennes annonces immobilières? Jeannette haussa un sourcil. Tu fais un projet scolaire ou quelque chose comme ça? Quelque chose comme ça, dit Clara. Quelques minutes plus tard, Jeannette revint avec un registre municipal de 2006. Clara parcourut la page et trouva, Ruda, Elena M., 48 ans, Cal del Pinar Viejo, psychologue à la retraite, ancienne administratrice scolaire. Clara nota le texte. A-t-elle déjà travaillé avec des étudiants, a-t-elle demandé. Jeannette hocha la tête. J'ai conseillé des jeunes dans les années 80, puis je suis passé à la supervision de conseils d'administration, toujours en coulisses, discrètement. Clara repensa à l'avertissement de Ramon, dépêche-toi. Celui qui a organisé ça est toujours là. Ça devait être elle. Ce soir-là, après avoir imprimé tout ce qu'elle avait dans un seul fichier marqué preuve sur le terrain, affaire Piedra Gris, Clara retourna chez son père. Le portail était ouvert. C'était étrange, elle ne l'avait pas laissé ainsi. Ses clés glissèrent doucement dans sa main tandis qu'elle approchait du perron. La lumière du porche était éteinte. À l'intérieur du salon, une lumière était allumée. Son père dormait à nouveau dans le fauteuil, ou du moins le croyait-elle, jusqu'à ce qu'elle voie le sang. Clara laissa tomber le dossier et courut vers lui. Peu de sang, une coupure au-dessus du sourcil. Ses lunettes étaient cassées. Il remua. Papa, cria-t-elle. Réveille-toi. Que s'est-il passé? Il cligna des yeux, confus. Je ne me souviens plus. Quelqu'un a frappé. J'ai cru que c'était Pedro. Et puis, il y a eu quelqu'un dans la maison. Tu as vu son visage? Il secoua lentement la tête. Non. Une femme, je crois. Petite, rapide. Elle a pris quelque chose. Le cœur de Clara se serra. Elle courut à la cuisine, où elle avait laissé son cartable sur la table. Il était ouvert, à moitié vide. La cassette VHS était toujours là, mais le carnet avait disparu. Sa clé USB de secours avait disparu. Le bracelet d'origine avait disparu. Celui qui était venu n'envoyait pas seulement un avertissement, il effaçait les pistes. Elle resta éveillée toute la nuit, consignant tous ses souvenirs dans un dossier neuf. À l'aube, une enveloppe blanche apparut sur le porche sans timbre, sans adresse, juste son nom, Clara. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier. Arrête de creuser. Tu ne fais pas que remuer le passé, tu y entres. Il est encore temps de partir, mais pas beaucoup. Au dos, il y avait un dessin, un croquis d'enfant au crayon noir, un bus, une forêt et en dessous, une silhouette sans visage dans les arbres. Addendum au journal d'enquête de Clara. Mon domicile a été cambriolé. Objet volé, notes, bracelet, clé USB, croquis de la chronologie. L'intrus n'a laissé aucune trace. Père légèrement blessé. Dessin à gauche. Derrière suggère une menace de surveillance, pas une idole, ils savent qui je suis et où je vis. Clara regarda le message une dernière fois. Tu ne fais pas que remuer le passé, tu y entres. Ce n'était pas un avertissement, c'était une carte. Et le lieu suivant était le domaine d'Elena Ruda. Car, quelle que soit cette femme en 1979, elle n'était pas seulement membre du conseil d'administration, elle avait été à Berolao. Et Clara avait besoin de savoir ce qu'elle voyait. Clara se gara à 400 mètres du 48, Cal del Pinar Viejo, éteignant ses phares tandis que le soleil disparaissait derrière les arbres. La propriété d'Elena Ruda était à peine visible depuis la route, nichée derrière un portail en fer forgé et encombré par le lit rampant. La maison elle-même ressemblait davantage à un sanatorium oublié qu'à une résidence privée. C'était calme, trop calme. Pas de voiture, pas de lumière sur le porche, pas d'aboiement de chien.
juste le bruissement du vent dans les branches et le léger cliquetis d'un objet métallique suspendu au portail arrière. Clara s'accroupit près de la clôture, appuya sur « Enregistrer » sur son téléphone et murmura « 28 mai, 21h07 ». Approche des habitants d'Elena Ruda, lien étroit avec l'Alba del Norte Educational Trust et le projet Berolao. Niveau de risque inconnu. Elle trouva une ouverture dans la clôture où la rouille avait rongé les mailles et s'était infiltrée. La maison se dressait au-dessus d'elle haute et étroite, son revêtement craquelait comme une peau sèche. Son instinct lui criait de se retourner, mais elle ne le fit pas. Elle était trop loin, trop près. Elle traversa le gravier sans bruit, évitant la porte d'entrée, et se dirigea vers l'entrée latérale, une véranda aux vitres brisées et dont la porte était maintenue ouverte par une pierre. L'air était vicié, presque chimique. Clara balaya la pièce de sa lumière, des piles de papier, des dossiers médicaux, des photos à moitié brûlées. Un léger bourdonnement résonna au plus profond de la maison, mécanique et sourd. Elle pénétra dans le couloir principal. Une odeur la frappa, du désinfectant avec un truc métallique en dessous. Elle entra dans ce qui avait dû être un salon, mais ce n'était pas seulement une maison, c'étaient des archives. Des dossiers, des cassettes audio, des photos noires et blancs épinglées sur des tableaux en liège couvraient tous les murs. Des croquis tapissaient le papier peint, certains dessinés avec précision, d'autres avec le mouvement frénétique d'une main agitée. Des noms d'enfants, des dessins du bus, des dates, des heures, des numéros griffonnés et un mot répété sans cesse. Clara s'approcha du bureau central. Un vieux magnétophone à bande trônait au centre, toujours fonctionnel, étiqueté, session 47 BHP JD. Elle appuya sur lecture. Une voix de fille grésilla dans l'appareil petite, effrayée, familière. « Je ne veux pas retourner dans cette pièce, s'il te plaît. Je t'ai tout dit. » Une deuxième voix, calme, féminine, clinique, demanda « Que as-tu entendu la dernière fois, Julia ?» Silence, puis, il est par terre. Il bourdonne. Il parle quand on dort. Il a dit qu'on ne devait pas partir, qu'il avait faim, et que les autres étaient partis. Certains en dessous, d'autres dans la pièce sombre. Mais ce n'est pas leur faute, tu l'as ouvert, Julia. Que as-tu vu? Un long silence, puis, le bus n'a pas bougé. Tu lui as juste donné l'impression qu'il bougeait. La bande s'est éteinte. Clara recula, le souffle court. Il ne s'agissait pas d'un bus manquant, mais d'un test psychologique sur le terrain. Dans un coin, une armoire était ouverte. À l'intérieur se trouvaient des dossiers de patients et des formulaires d'admission médicale, tous étiquetés avec des numéros de dossier BHP. Clara feuilleta et se figea sur un dossier marqué BHP 12, JD Delcourt, Julia, 12 ans, sujet 6. Photos, constantes, dessins, notes, sensibilité auditive élevée, parle d'un bus sous le bus, exprime une dissociation, une dislocation temporelle, des enregistrements altérés, des cycles de sommeil. Elle dit aux autres, on est dans une boucle. On n'est jamais parti. En bas, une signature, Elena Monsieur Ruda, PhD, observatrice clinique principale, BHP. Clara se sentit mal. Il ne s'agissait pas d'un bus manqué, mais d'une expérience sur des enfants. Et Bonnet n'était pas enseignant, mais manipulateur. Puis elle entendit un bruit à l'étage, une planche craqua. Clara se figea, attrapa son téléphone, éteignit sa lampe et se cacha derrière le bureau. Une silhouette traversa l'escalier supérieur lente, posée, haute une silhouette qui se déplaçait comme si elle connaissait l'espace. Pas Ruda, trop grande. Clara attendit, le souffle court. La silhouette atteignit le couloir et s'arrêta juste devant la pièce. Clara saisit la poignée du tiroir du bureau et l'ouvrit. Le métal gémit. À l'intérieur se trouvait un petit pistolet rouillé mais chargé. Elle resta discrète. Puis, aussi soudainement qu'ils étaient apparus, la silhouette se retourna et s'éloigna par l'arrière, et non vers la porte d'entrée. Clara attendit que les pas s'estompent, puis détala. Elle fourra la cassette, le dossier de Julia et les croquis du bus dans son sac et courut à toute vitesse à travers les arbres.
Elle ne s'arrêta qu'une fois de retour dans la voiture, les mains tremblantes, refermant la portière et la verrouillant. Elle déposa les preuves volées sur le siège passager, la cassette, le dossier du patient, les photos. Ce qu'ils avaient enterré, ce n'était pas le bus, mais le programme. Et ce n'était pas la première fois qu'ils le faisaient. Elle feuilleta le dossier de Julia et laissa une dernière note. Cycle terminé. Recommandation, site silencieux. Réaffecter les actifs. Terminé. BHP. Clara fixa le dernier mot, mettre fin à ses jours. Alvaro Bonnet n'avait jamais disparu ou il avait été effacé, comme les autres. Comme Julia. À moins qu'elle n'ait trouvé le moyen de laisser quelque chose derrière elle, un indice, un avertissement, une voix. Au matin, la maison d'Elena Ruda avait disparu. Clara avait à peine dormi, ses pensées oscillant entre peur et rage. Elle avait sauvegardé chaque scan, chaque fichier audio, chaque document volé la veille. Elle s'apprêtait à appeler pour la première fois un journaliste de confiance à Boston lorsqu'une alerte retentit sur son téléphone. Un incendie détruit une propriété historique de Woodpine près du réservoir d'Alba del Norte. Les autorités n'ont pas divulgué le nom de la personne décédée, mais des voisins ont confirmé que la propriété appartenait à Elena Ruda, une ancienne administratrice d'école recluse. L'incendie, qui s'est déclaré peu après 4 heures du matin, a entièrement ravagé la maison. Les enquêteurs évaluent actuellement la cause du sinistre, mais n'excluent pas un incendie criminel. Clara resta assise en silence, le téléphone tremblant dans sa main. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un savait qu'elle était passée par là. Quelqu'un savait ce qui restait dans cette maison. Elle a appelé les pompiers, se faisant passer pour une étudiante en architecture historique. Ils n'ont pas voulu confirmer les détails, mais une phrase est restée, « Nous avons trouvé ce qui ressemblait à une salle d'archives entièrement incendiée mais aucun reste humain sur place. » Pas de corps. Pas d'Elena Ruda. Elena Ruda avait de nouveau disparu. Clara était assise à sa table de cuisine, les yeux rivés sur le mur de preuves qu'elle avait reconstitué à partir de ses sauvegardes, le signal GPS, la cassette VHS, les dossiers médicaux, la séance enregistrée avec Julia, la liste des étudiants expurgés des archives publiques et maintenant, un incendie de maison détruisant opportunément le dernier lien connu avec les expériences de Bear Hollow. Son ordinateur portable sonna, une réponse du journaliste d'investigation Elias Bosch, qui avait autrefois révélé un scandale de corruption au sein de la police des Asturies. « J'ai bien reçu ton mail. Ça a l'air bizarre, mais je t'écoute. On pourrait se parler en personne, je viendrai aujourd'hui. » Le soulagement l'envahit. Elle avait enfin trouvé quelqu'un qui l'écoutait, quelqu'un d'extérieur à Valverde, quelqu'un qui n'avait pas peur de ce qu'elle avait découvert. Elle lui envoya tout par email, tous les fichiers, tous les scans, tous les documents, cassettes et extraits audio. Elle lui donna également un nom, Julia Delcourt. Le reste de la journée se déroula dans une anxiété silencieuse. Clara se promena dans le jardin, vérifia 2 fois les serrures de son père et dormit dans le salon, son téléphone à la main. Elle s'est réveillée avec un autre email d'Elias. Objet, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Clara, c'est énorme, Jean, ferme-la. J'ai commencé à appeler, mais j'ai déjà reçu des réactions négatives. Une source m'a dit que Bear Hollow était toujours signalé en interne, hors d'atteinte. Je vais continuer, mais sache que tu n'es pas la première à me poser la question. Un certain Hector Blanco a essayé il y a 6 ans, journaliste indépendant, et a disparu dans les Catskills. Je m'en vais. Garde ton téléphone allumé. S'il m'arrive quelque chose, ton dossier sera automatiquement rendu public. Clara fixait l'écran. Elle n'était pas seule. Elle ne l'avait jamais été. D'autres avaient essayé. D'autres avaient été réduits au silence. À 21h37, son téléphone vibra à nouveau au numéro inconnu. Elle décrocha. Clara? C'est sous la route où le bus s'est arrêté. On n'est jamais descendu. On a continué. Le sang de Clara s'est transformé en glace. Julia? Tu y es presque, il faut que tu termines. La ligne est coupée.
Clara fixa le téléphone. L'historique des appels n'indiquait ni numéro ni durée. Elle laissa tomber le téléphone et s'éloigna de la table. Était-ce réel? Une farce? Son propre effondrement? Ou une part de Julia avait-elle refait surface? Elle sortit sa carte et traça le dernier tronçon de gravier, la route où le bus avait disparu, selon les documents de Ruda. La véritable chambre, le site d'essai final, ne se trouvait pas dans les bois. Elle était sous la route, ou exactement là où le GPS avait coupé, là où la voix de Julia, réelle ou non, lui avait indiqué de regarder. La dernière entrée de Clara dans son carnet disait « Destination, Gravelspur, sous l'ancien marqueur kilométrique. Mission, confirmer la présence de la sous-chambre du tunnel. Objectif, récupérer une preuve physique du site avant qu'il ne soit à nouveau scellé. Sauvegarde, envoyée à Elias Bosch, diffusion temporisée et sécurisée aux médias en cas de perte de contact. » Elle avait emporté une lampe de poche, un appareil photo, un téléphone, des piles de rechange et ce qui restait du dossier de Julia. Cette fois, elle ne se contentait pas de suivre des pistes, elle allait dans la clandestinité. La route était silencieuse. Gravelspur avait la même apparence que quelques semaines plus tôt, envahi par la végétation, désert, oublié. Mais Clara savait désormais ce qui se cachait sous l'asphalte craquelé et les branches couvertes de mousse. Elle se gara à l'extrémité du dernier signal GPS connu et vérifia les coordonnées à 3 reprises. C'était presque exactement là où le bus avait quitté la route, là où le signal s'était arrêté et là où la voix de Julia lui avait dit de regarder. Clara sortit dans le crépuscule déclinant, une lampe de poche attachée à son poignet, une sacoche remplie de matériel d'enregistrement et de 2 téléphones jetables, l'un pour rester dans la voiture et télécharger le GPS toutes les 5 minutes, l'autre pour l'emporter avec elle. Une borne miliaire en pierre usée par les intempéries se dressait non loin de là, partiellement effondrée. Clara s'accroupit à sa base et déblaya les débris. Là, enfouie sous des années d'aiguilles de pin et de terre, se trouvait une trappe en métal rouillé. Verrouillée, mais une charnière était fissurée par la rouille. Elle serra les dents et l'ouvrit. Elle céda avec un grincement semblable à un cri. Un escalier descendait sous la route, et au fond, une porte scellée, simplement marquée Bsou. L'air était glacial, plus sombre, plus froid qu'avant. La lampe torche de Clara vacillait tandis qu'elle avançait dans des couloirs intouchés par le temps, des bunkers métalliques, des boîtiers électriques oubliés depuis longtemps, des fils suspendus comme des vignes, de la moisissure poussant en lignes irrégulières au plafond. Elle passa devant une porte marquée salle d'observation B, l'étude du sommeil 3. Puis elle la vit, le bus, garé au centre d'une immense chambre souterraine, intact mais couvert de poussière, les fenêtres obscurcies comme s'il n'avait jamais vu la lumière du soleil. Clara s'approcha lentement, chaque pas résonnant. Elle fit le tour du véhicule, la main tremblante en touchant la poignée rouillée. La portière s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur, les sièges étaient encore debout, certains lacérés, d'autres humides de moisissure. Sur chaque siège, une étiquette manuscrite au marqueur délavé, Nuria B, Enrique T, Carmene, Gilles Delcourt. Clara se dirigea vers le fond, le cœur battant. Sur le dernier siège, un simple mot était posé. On ne nous a pas pris. On nous a gardés. Ils ont testé la boucle. Certains n'ont pas tenu. Je m'en suis souvenu. C'est pour ça qu'ils m'ont marqué. Elle retourna le mot. Un dessin le même que celui laissé devant sa porte, une forêt, un bus, une silhouette sans visage qui observait. Dans un coin, une écriture serrée et désespérée. Pour toujours. Jusqu'à ce que quelqu'un nous voie. Clara descendit du bus et se tourna vers le mur du fond de la salle. Là, gravés profondément dans le béton, se trouvaient les noms aux 14, chacun gravé à la main, maintes et maintes fois, comme si quelqu'un s'était battu pour qu'ils restent gravés dans la mémoire, alors même que le monde cherchait à oublier. Carmen Mene. Enrique Torres. Julia Delcourt. Nuria Bosch. H. Collins. Monsieur Roas. A. Gagné. T. Nuan. J. Hart. C. Ellis. R. Becker.
P. Dankley. L. Ford. D. Sims. Clara laissa tomber sa lampe torche, leva son téléphone et prit des photos sous tous les angles, les noms, le bus, la chambre. Tout était réel. Ils étaient réels. Elle murmura dans le noir, « Je te vois ». De retour à la lumière du jour, elle a tout téléchargé aux photos, audio, données de localisation et a envoyé un dernier SMS à Elias Bosch. J'ai trouvé la chambre. Ils sont tous là. Ce n'était pas un crash. C'était un programme. BHP. Partage de fichiers. Sous presse. Mais le SMS n'a jamais été envoyé aucun signal. Et lorsqu'elle s'est retournée, un homme se tenait près de sa voiture, vêtu de noir, le visage impassible. Elle s'est figée. Il n'a pas parlé, s'est contenté de prendre son téléphone et d'écrire. Le téléphone de Clara a vibré, un nouveau message d'un numéro inconnu. Merci. C'est tout ce dont nous avions besoin. L'homme s'éloigna et disparut dans les arbres. Clara réalisa alors qu'ils n'avaient jamais perdu les données, ils avaient juste eu besoin d'elle pour rouvrir la porte. Épilogue 6 semaines plus tard. Elias Bosch reçut une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une clé USB contenant tout ce que Clara avait collecté. Il essaya de la joindre, appelant tous les hôpitaux, tous les commissariats. Aucune trace. Pas de rapport de police. Aucune trace de son père non plus. Ils avaient disparu, comme le bus, comme les autres. Mais maintenant, la vérité avait trouvé un public. Et pour la première fois depuis 18 ans, les noms avaient de nouveau une voix. Si vous voulez plus de mystères tordus, de fiction sombre et d'histoires qui vous restent en tête, abonnez-vous, avant que quelqu'un ne fasse disparaître celle-ci.